L'inflation qui provient de la demande, c'est par exemple l'inflation monétaire. Un opérateur économique font un fonds de commerce 30 $, mais il vise le bénéfice. Toutes les politiques économiques conduisent à des résultats de manière à satisfaire l'attente des populations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, très contente de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Parlons Économie. Aujourd'hui, nous parlerons avec le professeur Jordi Ngongo de l'Université de Kinshasa de caractéristiques du nouveau modèle de l'économie moderne. Alors, comment allez-vous, monsieur le professeur? Très bien, merci. Déjà, qu'entendez-vous par économie moderne? Nous entendons tous parler de l'économie, nous parlons tous de l'économie, et c'est bien même le titre de l'émission. Mais il est important aujourd'hui de comprendre que l'économie est définie comme étant la science de l'allocation des ressources rares, n'est-ce pas? Oui. Vous le savez comme moi, tous ceux qui ont écrit sur l'économie, en fait, nous réduisons l'économie à cette science qui étudie le comportement humain, le comportement des individus, les comportements des groupements, des sociétés. Dans l'univers... Bien sûr, ce comportement qui leur permet de répondre à la satisfaction des besoins, n'est-ce pas, avec les ressources disponibles, les ressources que nous identifions comme des ressources rares. Effectivement. C'est ainsi que vous remarquerez même que la rareté est le socle et le fondement de la théorie économique que nous connaissons toujours. D'ailleurs, le bien est défini économiquement de par sa rareté, n'est-ce pas? Oui. Tout ce qui se trouve dans la nature de manière illimitée ou de manière assez accessible est considéré comme un bien non économique ou un bien libre, n'est-ce pas? Donc vous comprenez déjà que l'économie moderne est orientée sur l'exploitation des ressources rares pour satisfaire des besoins multiples. Voilà. Alors, quelle serait la différence, n'est-ce pas, entre l'économie telle que vous venez de le définir à l'économie moderne? L'économie actuelle telle que nous l'avons réalisée, telle que nous l'avons conçue, est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, n'est-ce pas? Or, lorsque nous disons qu'il faut prendre les ressources pour opérer des choix qui vont nous permettre d'atteindre l'optimum, c'est-à-dire obtenir un résultat optimal, les économistes actuels se mettent en place pour réaliser les calculs qui leur permettront de faire les choix qui soient optimum possibles. Or, lorsque nous parlons justement des besoins, quels sont ces besoins? De nourrir, le besoin de se nourrir, de se vêtir, de construction, de se divertir. Tous ces besoins ont donné lieu à plusieurs industries, n'est-ce pas? L'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie de construction, l'industrie de divertissement. Mais le problème, l'économie, où est-ce qu'il puise ses ressources? Dans la nature. Or, en puisant dans la nature, la science économique, en fait, comme science, a procédé à ce que nous appelons aujourd'hui à un réductionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le réductionnisme est cette attitude qui consiste, n'est-ce pas, à réduire systématiquement un domaine de connaissance à un tout autre domaine qui est jugé fondamental. Et le réductionnisme économique, c'est quoi? C'est que le champ, lorsque la science économique que nous connaissons réduit son champ d'étude à la production, à l'échange et à la consommation, elle oublie simplement que le prélèvement des ressources se fait dans la nature. Qui plus est, cette allocation de ces ressources
C'est ce que nous appelons en fait la transformation de la nature. Donc en fait, l'économie n'est que transformation de la nature. Et de cette transformation, il s'ensuit des résidus. Or, la science économique, c'est alors, dans leur choix, à différentes époques, n'est-ce pas? Et lorsque vous remarquez, nous avons connu l'époque depuis l'origine de l'homme jusqu'à la révolution industrielle, c'était pratiquement l'économie de subsistance, n'est-ce pas? La technologie n'était pas assez avancée, nous avons des outils qui étaient précaires. Et alors en ce moment, bien que les prélèvements se faisaient au niveau de la nature, n'est-ce pas? Cela ne portait pas atteinte à l'équilibre écologique, c'est-à-dire les prélèvements qui se faisaient au niveau de la nature, que nous considérons ici comme l'environnement, et les résidus, n'est-ce pas, que l'on dégageait, la nature était facilement en mesure d'assimiler ces résidus. Vous comprenez? La nature assimilait si bien que les équilibres, il n'y avait pas atteinte sur l'équilibre. Mais simplement, lorsque la quantité, sur le plan quantité avec la révolution industrielle où nous avons connu des nouvelles technologies, où nous avons fait des nouvelles découvertes, alors en ce moment-là, le danger a commencé à se faire sentir. C'est là que nous avons compris qu'il y avait des équilibres que l'on devait respecter. Qu'en fait, la science économique ne devait pas simplement tenir compte des mécanismes, des comportements sociaux qui conduisaient à la production, à l'échange et à la consommation, oui. Mais il devait également tenir compte des équilibres écologiques, n'est-ce pas? Parce que, en fait, les activités économiques ne se faisaient pas de manière isolée. Les activités économiques se font à l'intérieur d'une sphère qui est aussi un élément d'une autre sphère qui constitue les activités humaines, cette sphère également étant comprise dans une autre sphère que nous appelons la biosphère ou la sphère de vie. Alors lorsque l'économie puise ses ressources dans la nature sans tenir compte des équilibres, n'est-ce pas, il s'est produit avec le temps le déséquilibre que nous avons actuellement. Et vous remarquerez par exemple, si nous prenons par exemple à partir de la révolution industrielle, c'est le moment où de plus en plus nous avons commencé à mettre l'accent sur la croissance économique. C'est le moment des découvertes, où par exemple déjà avec la chimie de synthèse, on arrive maintenant à mettre en place des pesticides, des insecticides, et tout cela qui permet de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture industrielle. Alors, le danger, c'est quoi? Non seulement que les prélèvements augmentent, mais aussi au niveau, n'est-ce pas? On remplace également la matière organique qu'on connaissait à la matière minérale, si bien que même les déchets, les résidus, la nature n'est pas en mesure d'assimiler parce que ces débris-là ne sont pas naturels. Alors, vous pensez réellement, à l'heure actuelle, les différentes entreprises se sont déjà habituées à l'ancien système de production, à l'ancien système économique. Aujourd'hui, vous arrivez avec un nouveau modèle qui prétend réellement résoudre le problème qui n'ont pas été résolus depuis longtemps, que ces entreprises-là ou encore ces agents économiques seront réellement présents ou vont accepter ce système et vont l'utiliser dans leur processus de production? C'est un problème de choix. Toute la science économique se résume en un problème de choix et un choix optimal. L'optimalité ici dépend du moment, dépend des circonstances. En fait, tous les agents économiques en des différentes périodes, n'est-ce pas, de l'humanité, ont eu à faire des choix et ces choix-là étaient en fonction des ressources qui leur étaient disponibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la donne que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes d'ailleurs dans cette phase où l'agent économique devient un usufruitier de la nature. C'est-à-dire, il commence à comptabiliser les méfaits de ses actes. Il se rend compte que non seulement sa vie est en danger, parce qu'ici, nous ne voulons pas simplement dire
l'avenir en danger, mais il se rend compte que même sa vie est en danger. C'est-à-dire, le modèle qu'il utilise aujourd'hui pour assurer, n'est-ce pas, sa survie et la survie, bien sûr, de son entourage, lui expose à plusieurs dangers. Parce qu'en fait, la nature est en train de réagir. Et la nature réagit comment? Le dérèglement climatique, n'est-ce pas, les inondations, les érosions. C'est-à-dire, l'agent économique se rend compte que, encore une fois, il doit modifier ses choix. Donc ce n'est même pas un problème pour lequel il doit délibérer, mais c'est un problème pour lequel l'agent économique aujourd'hui est conscient que si je ne modifie pas mes choix, et comme l'économie, bien sûr, est toujours basée par cette rationalité de choix, le choix qu'il a opéré il y a plusieurs années se révèle être irrationnel. C'est-à-dire, la rationalité actuelle du choix par rapport au modèle actuel se fera en tenant compte des données actuelles. Et les données actuelles, c'est que nous devons intégrer, n'est-ce pas, les équilibres de la nature. Aujourd'hui, nous parlons de l'écologie, mais au fait, le réductionnisme à chaque, que ce soit au niveau des écologistes ou au niveau des économistes, tous, nous avons procédé à un certain réductionnisme. Pourquoi? Aujourd'hui, l'on se rend compte que l'économie doit marcher avec l'écologie. D'ailleurs, si vous regardez les deux disciplines, ils ont une même racine, n'est-ce pas? Les deux ont une même racine. Lorsque nous parlons de éco, de l'origine grecque qui veut dire oikos, c'est-à-dire la cité, la demeure, l'habitat, et au niveau de l'économie, nous disons nomos comme étant les règles, n'est-ce pas? Les normes. Les règles, les normes, c'est ainsi que nous définissons l'économie comme la gestion de la cité. Mais quand nous venons à l'écologie, c'est la même racine oikos, avec logos qui est l'étude, le discours. Donc, pendant que l'écologie étudie l'habitat, la demeure, n'est-ce pas? L'économie gère cette demeure. Donc, vous comprenez que les équilibres écologiques et économiques devraient aller de pair. Ce qui veut dire autrement que les agents économiques que nous sommes, les ménages, les entreprises ou le pouvoir public, devant cette réalité, comprennent que, puisque l'économie est là en fait pour servir le besoin des agents économiques, ils sont conscients que si nous voulons réellement satisfaire nos besoins et assurer la pérennité de la race humaine, nous devons adopter un modèle qui va nous aider à assurer notre survie dans cette planète et bien sûr garantir également celle de ceux qui viendront plus tard. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux modèles de l'économie moderne, tout en insistant bien sûr sur le profil de l'homme ainsi que de ressources naturelles? Les caractéristiques que nous devons déjà intégrer, c'est le fait que nous avons ce que nous appelons par exemple l'empreinte écologique. En fait, nous devons simplement nous inspirer de la nature, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'aujourd'hui les économistes ont compris. Tenons par exemple le profil de l'économie que nous sommes en train de dire, que nous sommes en train d'utiliser. L'économie aujourd'hui est très carbonée. Nous prenons par exemple le calcaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir le ciment que nous utilisons pour la construction, n'est-ce pas? Le plâtre, la chaux. Ce calcaire est une roche carbonée. Nous prenons par exemple les énergies. 80% des sources d'énergie aujourd'hui sont des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, le gaz carbonique, qui proviennent également des roches carbonées. Or, vous comprenez qu'avec tout ce que nous sommes en train d'utiliser, ces ressources, le carbone se rejette dans l'atmosphère et modifie le thermostat global. Il a toujours existé le carbone dans l'atmosphère, mais simplement, ce qui était produit et ce qui était consommé,
il n'y avait pas de problème. C'est de là même d'où vient le principe de Lavoisier. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. N'est-ce pas? Et aussi longtemps que nous n'empiétions pas les équilibres écologiques, le carbone produit était automatiquement assimilé d'une certaine manière. Mais simplement, pour avoir recouru à des ressources naturelles tout à fait carbonées et aussi à des sources d'énergie carbonées, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un surplus de carbone d'environ 585 gigatonnes de carbone. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes à 585 milliards de carbone que nous rejetons. Et ce qui fait que, dans le nouveau profil que nous voulons de cette économie, nous devons d'abord agir sur une économie décarbonée. N'est-ce pas? Certains auteurs parlent de la décroissance. Non, là, je ne suis pas d'accord. Il ne suffit pas simplement de dire que nous devons réduire la croissance. Bien sûr, le modèle économique actuel, tel que nous aurons lieu de le voir et tel que certains États déjà arrivent à le démontrer, c'est un modèle qui nous permet toujours d'assurer la croissance, n'est-ce pas? Mais en ayant un comportement équilibré. Par exemple, aujourd'hui, si nous prenons un Américain, pratiquement, dans son modèle de consommation, rejette 6,5 tonnes de carbone annuellement. Un Français, à peine 3 tonnes de carbone. Vous savez, dans le modèle actuel, les actions correctives n'interviennent qu'à la fin du processus. N'est-ce pas? À la fin du processus, c'est ce que les Anglais appellent end of pipe. C'est-à-dire, à la fin du processus, là, on commence à voir comment corriger. Mais dans le modèle actuel, nous voudrons repenser l'économie. C'est ainsi que nous parlons de l'éco-conception. C'est-à-dire, bien au départ, dans l'extraction de ressources, nous aimerions faire un calcul pour savoir quelle est d'abord l'empreinte écologique, le modèle que nous allons adopter, et quelle est notre biocapacité. En ce moment-là, pourquoi? Parce que l'empreinte écologique détermine cette surface nécessaire que nous avons pour produire ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Et pour... Alors, que pensez-vous de l'économie congolaise? Déjà, vous le savez, étant donné professeur en gestion à l'université de Kinshasa, que l'économie congolaise utilise à plus de 70% de ressources qui sont déjà naturelles. Pensez-vous réellement cette économie a réellement beaucoup de chances à s'adapter avec le nouveau modèle que vous venez de présenter à l'émission? Je peux d'abord déjà vous rassurer, mademoiselle, pour comprendre que nous avons déjà aujourd'hui le Congo, lorsque nous regardons l'empreinte écologique du Congo, nous pouvons dire que nous sommes un pays écologiquement créditeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous regardons notre empreinte écologique et notre biocapacité, c'est-à-dire nous avons encore, nous, la chance. Nous pouvons dire que nous ne polluons pas assez. C'est-à-dire que nous bénéficions quand même de différents chocs venant de l'extérieur. Oui. Vous savez, dans l'économie telle que nous l'avons entendu jusqu'ici, il y a eu une sous-estimation des coûts. Par exemple, notre économie est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, comme vous le dites. Lorsque vous prenez par exemple une forêt, vous abattez un arbre, n'est-ce pas, pour l'exploitation, la menuiserie et tout autre besoin. En ce moment-là, le coût, vous limitez le coût juste à l'abattage de l'arbre et le transport. Alors qu'en fait, il y a d'autres coûts que nous avons sous-estimés. Et de cela, nous surestimons nos profits. Le coût, par exemple, du reboisement, qui aurait assuré la pérennité, n'est-ce pas, de la forêt, qui joue un rôle dans la régulation du climat, tous ces coûts n'ont pas été pris en compte. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, dans notre économie, si le pouvoir public, n'est-ce pas, qui est pratiquement le garant, qui doit veiller au respect du modèle, arrive à établir les grandes lignes directives, n'est-ce pas, pour concevoir le concept
d'une économie au service de la nation et au service d'une génération à venir, nous aurons beaucoup plus de chances parce que nous avons déjà, sur le plan énergétique, un potentiel énorme des ressources renouvelables. N'est-ce pas? Nous avons une biodiversité comme il n'y en a pas ailleurs. Ça veut dire nous avons un potentiel de développer une économie qui soit réellement verte, pour lequel nous pouvons garantir un modèle soutenable dans l'avenir. Il suffit simplement d'en prendre conscience, comme nous sommes en train de le faire à travers cette émission, pour que ceux qui nous suivent, c'est-à-dire que ce soit les professeurs, que ce soit les experts dans les domaines, comprennent qu'au niveau de l'éducation, à un plus bas niveau, nous devons commencer à aider et nos élèves et nos étudiants à repenser l'économie. Comme nous avons toute une faculté... Ces modèles, c'est vraiment un problème de tous. Oui, nous avons toute une faculté d'économie. Ça veut dire nous étions habitués à enseigner les cours de l'économie. Et il faut maintenant savoir, c'est comme je le fais déjà moi, où j'ai le cours de technologie industrielle et le cours de technologie adaptée, j'ai déjà introduit une partie qui parle de la technologie industrielle pour un développement durable. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les étudiants doivent comprendre qu'aujourd'hui, le défi est pour tous, mais ce n'est pas un défi qui va nous appauvrir, c'est un défi qui peut représenter des opportunités parce que lorsque nous allons, lors de la prochaine émission, parler de cette forme, par exemple, de l'économie collaborative ou de l'économie circulaire, vous comprendrez que nous allons créer un maillot qui sera un peu plus lent, de manière à ce que les résidus d'un secteur vont constituer les ressources de notre secteur. En ce moment-là, nous allons nous inspirer de la nature. Rien ne sera créé. Restons un peu dans ce que vous venez de dire là. Comment pensez-vous gérer réellement les différents déchets en plastique? Parce que c'est déjà un grand problème pour notre pays, principalement dans le cas de notre capitale, la ville de Kinshasa. Comment pensez-vous avec ces systèmes, ces nouveaux systèmes économiques modernes à gérer les déchets qui nous causent assez de problèmes du point de vue environnemental? Oui, la gestion des déchets a toujours été aujourd'hui. Parce que là, s'il faudra dire aux gens de ne plus utiliser les sachets, c'est bien bon. Peut-être vous allez les substituer. Mais il y avait déjà une grande quantité, n'est-ce pas, de plastique qu'on a toujours utilisé avec les différentes boissons que nous prenons. Ouais. Comment pensez-vous gérer ces différents déchets en plastique qui nous causent assez de problèmes? Vous savez, mademoiselle, il y a toujours des étapes, n'est-ce pas? Il y a des étapes à suivre et les choses peuvent se révéler être beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Par exemple, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des interdictions à ne plus utiliser les sacs plastiques. Je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'étais né, c'est qu'ici, on allait au marché avec des paniers. Je vous donne un exemple. Et après, à un moment donné, on n'allait plus avec le panier. C'est-à-dire, il y a toute une génération qui s'est habituée à amener au marché avec, c'est pour nous au marché avec des sachets en plastique. C'est-à-dire, les agents économiques, et ce que nous appelons aujourd'hui, il faut trouver une force de dissuasion. Et la force de dissuasion la plus simple d'abord, c'est quoi? Ce n'est pas simplement dire aux gens ne plus utiliser des sacs plastiques. Lorsque vous allez dans un supermarché, n'est-ce pas, et que vous achetez, on vous donne le sac de plastique for free. N'est-ce pas? C'est pas payant. Mais lorsque vous fouillez, là, on vous dit vous devez payer. C'est un coût qui s'ajoute avec... Non, mais simplement, aujourd'hui, mettez un coût sur le sac plastique. Beaucoup de pays l'ont expérimenté. Mettez un coût sur le sac plastique, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que lorsque vous demanderez, vous voulez un sac plastique, il dira non. Pourquoi? Parce qu'il doit encore débourser de l'argent. C'est comme ça, petit à petit, que nous allons réapprendre, n'est-ce pas, aux agents à revenir sur les Kitunga. N'est-ce pas? Parce qu'en ce moment-là, les gens comprendront que je dois ramener mon Kitunga parce que le sac plastique va me coûter. Il faut toujours mettre un coût. Lorsque nous mettons un coût, alors nous, de l'autre côté, l'autorité publique ou les municipalités ou les collectivités locales vont s'arranger dans le traitement de déchets. Et aujourd'hui, le traitement de déchets est plus qu'une opportunité, mademoiselle. Ce n'est plus un souci, un problème. Nous pouvons les utiliser dans bien de domaines. Ces applications
Voilà pourquoi je vous avais dit en 3 séries, parce que, par exemple, dans la 3e partie, où nous aimerions quand même aborder les alternatives énergétiques, parmi les alternatives énergétiques, on peut voir, par exemple, où les sacs plastiques peuvent être utilisés à autre chose, n'est-ce pas? Parce que ces sacs plastiques, pour la plupart, la matière première, n'est-ce pas, vient du pétrole, n'est-ce pas? Donc, ça peut servir à la combustion, par exemple. Ça peut servir à autre chose. Donc, vous voyez que, en fait, les déchets, tels que nous le disons, ne devraient plus être définis comme le déchet. Je pense au prochain. Aujourd'hui, le déchet est une ressource pour un autre secteur. Il faudra simplement que vous et moi essayons d'expliquer et de définir les différents secteurs issus du recyclage, issus, par exemple, comme vous l'aviez, du réemploi et autre chose. Et nous essayons de donner des exemples des pays aujourd'hui, le Danemark, par exemple, même le Rwanda à côté. Alors, ceux de nôtres arriveront à comprendre, peut-être que même certains investisseurs ou des jeunes pourront comprendre qu'il y a à boire et à manger dans le traitement de déchets. Alors, la toute dernière question, oui. Est-ce qu'avec ces systèmes, il faudra dire aux agences économiques, d'abord commençons par les agences économiques, d'oublier, n'est-ce pas, l'ancien système et d'adopter le nouveau système qui nous permette quand même à préserver notre futur, ou encore il faudra leur dire de fermer, de continuer notre vie, parce que je ne sais pas, les gens qui se sont habitués avec ces systèmes-là peut-être pensent fermer, alors que c'est leur unité de production. Pensez-vous amener un autre système qui va leur dire non, vous n'arrêtez pas votre système de production, mais vous amenons un autre système qui va peut-être vous préserver jusqu'à atteindre votre futur? Oui, donc il ne suffit pas de leur dire. En fait, il faut simplement, pour ceux qui n'ont pas encore vécu la pollution, elle paraît abstraite. Très compliquée. Elle paraît abstraite, elle paraît... Personnellement, moi, j'ai perdu un enfant à cause de la pollution. Alors, vous voyez que j'en suis plus conscient, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne nouvelle à donner, mais je vivais, n'est-ce pas, dans un environnement qui était très pollué, et il s'est révélé que mon épouse a connu une grossesse quelque peu anormale, et que les médecins ont expliqué comme étant le fait de la pollution, n'est-ce pas? Maintenant, ici, nous ne le vivons pas, nous ne le sentons pas, mais de beaucoup de manières, les toux, les problèmes de thorax, les pneumonies avec les enfants, ce sont des conséquences, n'est-ce pas, de la pollution. En fait, ce qu'il faut demander aux agents économiques, c'est quoi, je vais vous dire, mademoiselle? Ils doivent simplement comprendre que le nouveau modèle, lorsque nous disons repenser économique, on peut le résumer en 2, n'est-ce pas? Préserver les ressources naturelles, c'est-à-dire réduire la consommation des ressources naturelles, parce qu'en fait, toutes les ressources en fait, sont renouvelables. Ils doivent réduire la consommation de ressources et réduire la consommation des énergies. Lorsqu'ils arrivent à comprendre, alors ils se rendent compte que ce n'est pas changer, ce n'est pas tout abandonner, mais c'est simplement un choix sur une exploitation beaucoup plus rationnelle des ressources et de l'énergie. Alors vous venez de suivre là, nous avons tant abandonné l'environnement dans nos systèmes de production. Voilà. Il est temps de penser réellement que l'environnement est en danger et de préserver cet environnement pour garantir à la génération future un très bel avenir. Pourquoi pas à nos enfants, nous qui n'avons pas comme le monde là, c'est important. Et nous pensons réellement recevoir au prochain numéro le professeur Jody Ngongo qui est avec nous, qui va nous parler de différentes externalités liées à ces nouveaux modèles économiques modernes. Alors ensemble avec lui, c'était le caractéristique du modèle de l'économie moderne, comme je venais de le dire avec le professeur Jody Ngongo de l'Université de Kinshasa. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.